Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Le cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue était de passage à Ville-Marie le 15 janvier dernier. Une soirée où les rires côtoyaient les moments plus émouvants, plongeant les spectateurs dans une belle gamme d'émotions. En fait, à la demande et à l'invitation de Samuel Larochelle, qui est le responsable ou l'origine du Cabaret des mots, une deuxième version, on présentait chacun un peu une version de notre vision du voyage. Alors moi, je présentais 5 petites pièces dans toutes sortes de directions là, concernant le voyage. Alors, j'ai convergé vers... c'était comme l'antichambre, mais en fait, là, quelle est notre belle planète? Quelle est notre vision des femmes sur la planète? Quelle est notre vision de la mort demandée, l'aide à mourir? Quelle est notre vision aussi de la naissance d'un être dans les conditions qu'on lui offre maintenant? Comment on fait pour être grand-mère d'un suivant qui s'en vient? Alors ça aussi, j'avais le goût d'en parler. Je pense que c'était bien parce que c'était à petit format, en contre-écho. Il y avait toutes sortes de rythmes, il y avait du drôle, il y avait du profond, il y avait du touchant, il y avait toutes sortes de versions, en fait, du thème qui était imposé, mais très large, le voyage. Puis je pense que ce soir, c'est un moment dans le Témiscamingue pour se rappeler à quel point on a besoin de se parler. Puis dans tous les poèmes qu'on a entendus ce soir, je pense que les gens, ce qu'ils ont pu entendre, l'universel, c'est « dis-moi quelque chose, puis je vais t'accompagner, je vais aller là où tu es, je vais apprendre ce que tu es, je vais courir vers toi même, je vais m'asseoir, je vais te voir. » C'était ça qu'on entendait ce soir, en tout cas à mes yeux. Puis je pense que les gens l'ont reçu avec beaucoup d'appétit, de joie, puis d'impression d'être privilégiée, d'être dans ce petit moment-là béni. Alors, je me sens comme toujours, c'est un beau privilège. J'étais bien impressionnée d'être accueillie et interpellée par Samuel. Je suis une infirmière, je ne suis pas une écrivaine, j'ai pas de livre signé, j'ai pas de... Fait que je me sentais bien honorée de pouvoir participer. Donc, au début, durant le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue en mai 2019, j'ai été président d'honneur. J'ai proposé d'organiser un cabaret littéraire avec des auteurs de partout au Québec. Quand j'ai vu les réactions positives du public, puis plusieurs personnes venaient me dire que c'était leur première fois, je me suis dit, il y a une niche à combler en région. Je vais revenir, mais cette fois-là, ça va être uniquement des écrivains qui viennent de la région qui vont monter sur scène. Donc, la première édition était à la fin septembre 2019. On a fait 4 villes en Abitibi. Mais c'est important pour moi non seulement de revenir pour une autre édition, mais de revenir au Témiscamingue cette fois-là. La moitié de ma famille, de mon ADN, a grandi ici, vient d'ici, de Rimini. Donc, fallait que je navigue d'un coin à l'autre. Donc, j'ai demandé à 5 auteurs de la région de nous lire des extraits, que ce soit de nouvelles, de romans, de la chanson, de la poésie, du slam, des contes, des chroniques, plein de genres différents, mais tout le monde devait respecter un thème, le voyage, et chacun l'interprétait à sa façon. Donc, à chaque 5 minutes, il y avait un nouvel auteur qui montait sur scène, qui donnait sa perspective, son style, ce qui fait que si les gens ne m'aimaient pas moi, 5 minutes plus tard, on change puis on s'en va vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a un bon rythme à ces soirées-là. C'est un mélange de textes qui étaient soit écrits pour l'occasion, soit lus pour la première fois durant ce cabaret-là. Donc, c'est de l'inédit de venir assister à ça. C'est se faire raconter des histoires, c'est découvrir des nouvelles plumes, c'est être ému, diverti, réfléchir. On va vraiment dans toutes les directions. Mais il faut savoir que le Cabaret des mots, c'est pas que de la poésie, mais ce que moi j'aime des lectures sur scène, c'est d'avoir les réactions des gens live devant moi, parce que quand on écrit des romans, les gens les lisent dans leur bulle, puis certains d'entre eux nous envoient des petits courriels pour nous donner leurs commentaires, mais là, on a les éclats de rire. Des fois, on entend les gens qui sont émus. C'est comme si le silence devenait palpable. Et ça, c'est comme une drogue vraiment santé, mais tu as le goût d'y retourner le plus souvent possible. C'est important de dire que ça s'adresse à tout le monde, que c'est pas que pour les grands littéraires. Moi, je fais un choix d'auteur et un choix de texte pour que ce soit varié, mais surtout accessible. Donc, il y a personne qui peut dire « je suis pas assez intelligent pour venir assister à une soirée comme ça ». Pourtant, c'est des choses que j'ai entendues de la part du public dans leurs craintes. Mais quand ils viennent, ils réalisent qu'ils se laissent porter puis que c'est agréable. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête.
Deux textes. D'abord, des leçons de voyage. Donc, moi, j'ai beaucoup voyagé, autant seule qu'avec mon amoureux. Puis, souvent, on part sans être préparé. C'est notre façon de voyager. Puis, arrive toutes sortes de trucs. Et je retiens des leçons de toutes nos mésaventures. Alors, j'ai partagé mes leçons de voyage. Question que les gens ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. Et comme deuxième texte, j'étais très, très nerveuse de partager ça parce que c'est personnel, en fait. C'est une histoire vraie et c'est comment mon amoureux m'a fait la grande demande en maman. Donc, comment il m'a dit qu'il était prêt à s'engager puis à procréer avec moi. Et ça s'est passé en Islande, sous les aurores boréales. Fait que pour moi, c'est une histoire qui est personnelle, mais que, avec sa permission, bien, j'ai décidé de partager aux gens. C'était un grand rêve que j'avais depuis toute jeune d'écrire. Moi, quand je faisais des compositions écrites au primaire puis au secondaire, je dépassais tout le temps le nombre de mots permis puis je me faisais taper ses doigts, mais tu sais, c'était très difficile pour moi de freiner mon imagination. Puis, fait que j'avais cette espèce de rêve caché d'écrire, mais j'avais pas la confiance, en fait, pour mener à bien ce projet-là. Je me disais, je suis qui, moi, pour écrire? Puis, dans ma tête à moi, tout le monde voulait écrire. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Mais il a fallu qu'à un moment donné, un ami, Samuel Larochelle, me botte le cul, pour dire les choses telles qu'elles sont. En fait, il a juste été dans les premiers à faire, tu sais, Andréane, je pense que tu as un talent puis tu devrais l'exploiter. Puis des fois, tu as juste besoin de te faire dire ça. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont enclenchées, que j'ai décidé d'écrire une première histoire qui s'est avérée être mon premier roman et j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai été publiée il y a moins d'1 an, donc mon premier roman qui a été publié, qui se passe au Belize, qui se passe en voyage. Alors, pour moi, c'est libérateur, c'est un travail qui est exigeant mais qui est magnifique quand tu t'attardes puis que tu veux trouver le mot parfait pour exprimer ce que tu veux dire exactement. Il y a quelque chose de beau, de créatif, de personnel et je trouve que c'est une grande épreuve comme auteur de venir devant le public comme ce soir puis de faire comme, bien, je vais vous partager ces mots-là que j'ai mûrement réfléchi, puis j'espère que vous allez les accueillir parce que moi, c'est mes tripes que je mets devant vous. Fait que cette mise en danger est vraiment intéressante dans l'écriture, selon moi. J'ai tout aimé, c'était parfait. Non, mais tu sais, Samuel Larochelle, qui est à la base du projet, travaille tellement fort, puis travaille tellement bien, puis il sait comment s'entourer d'auteurs qui sont totalement différents, mais il y a une symbiose qui se crée, les textes s'enchaînent bien, c'est différent, puis il y en a pour tous les goûts, mais il y a une espèce de... On peut venir devant les gens, puis se mettre à nu, essayer des choses, puis il y a un accueil qui est tellement chaleureux puis plein d'amour. Je pense que si je m'étais enfargée à chaque mot là, pendant que je lisais tantôt, je pense que les gens m'auraient quand même aimé, tu sais. Fait que c'est le fun de venir casser des textes, essayer des trucs devant le public parce qu'on le sait que ça va bien se passer puis que ça va être accueilli avec amour. Fait que j'aime mon Abitibi-Témiscamingue. C'est surtout ça que j'ai apprécié ce soir. C'est le monde qui se sont déplacés pour venir nous voir. Ce soir de février en Islande, les yeux ronds comme des billes et la bouche ouverte à cause des cris de joie qui ne cessaient de ponctuer le silence de la nuit, j'ai aspiré une aurore boréale. Et si aujourd'hui je l'écris, c'est pour que l'aurore qui danse et brille dans mon ventre sache que j'ai terriblement hâte de devenir sa maman boréale. Le Fonds de développement des territoires verra sa somme doublée par rapport à l'an dernier. Cette somme sera disponible pour mettre en place ou consolider des projets structurants sur le territoire. En réalité, le FDT regroupe, avant, il y avait 3 fonds. Il y avait la politique nationale de la ruralité, à laquelle, justement, il y avait le PAC rural. Il y avait une aide accordée au MRC. Donc, c'était une enveloppe là, pour soutenir le fonctionnement des MRC. Puis, il y avait aussi le financement au niveau des CLD. Donc, les centres locaux de développement. Nous, ici, notre CLD, c'est la Société de développement du Témiscamingue. Donc, ces 3 enveloppes-là, ils ont été regroupées pour être mis dans le FDT. Donc, c'est pour ça que, actuellement, nous, le FDT finance, on a un contrat de service avec la Société de développement du Témiscamingue parce que pour nous, c'était important que la SDT continue le soutien aux entreprises dans une approche de guichet unique. Parce que la SDT, on rappelle qu'à l'époque, avait mis en commun le CLD puis la Société d'aide aux collectivités, qui est le volet le pendant fédéral, la SADC. Donc, nous, on voulait protéger le guichet unique. Donc, c'est pour ça que la MRC a continué de financer la SDT sous cette approche-là.
C'est un fonds qui a été mis à la disposition par le gouvernement provincial, quand en 2016, il a restructuré là, divers fonds. Donc, il a mis ça à la disposition des MRC. Ce qui est bien au niveau nous, on prend l'abréviation FDT. Ce qui est bien du FDT, c'est que c'est un fonds, c'est pas un programme. Donc, il y a beaucoup de souplesse dans ce qu'on peut soutenir. Donc, pour l'année 2020, l'enveloppe a été bonifiée à cause du nouveau pacte fiscal qui a été signé avec le milieu municipal. Le montant là, qui a été mis à la disposition là, pour les appels de projets, effectivement, il a doublé. Deux raisons expliquent ça. C'est qu'on avait quand même un bon résiduel du FDT, donc des sommes résiduelles là, dans les 3-4 dernières années qu'on avait mis de côté parce qu'on ne savait pas si le gouvernement était pour poursuivre avec les FDT ou c'était pas avec une nouvelle formule. Puis comme les années financières ne sont pas les mêmes pour le gouvernement puis pour la MRC, bien, il y avait comme un peu de l'argent qui avait été mis de côté. Fait que là, vu avec le pacte fiscal, là, on sait que ça va perdurer dans le temps, le FDT. Donc, on a rendu disponible cette partie-là. Puis on a un 400 000 tout de suite en partant qui était, ça c'est suite à la signature du pacte fiscal. Là. Parce qu'avant, on avait le FDT, il était à peu près de 1 70 000 puis là, il est rendu à 1,4 million. Là. Donc, c'est pour ça que là, on a annoncé, là, justement, au niveau des appels de projets, qu'on avait un bon montant pour des projets du milieu. C'est pour soutenir des projets qui sont présentés par les municipalités, les organismes municipaux. Ça peut être les conseils de bande des communautés autochtones, des OBNL ou bien des coopératives. Ça peut être très, très large. Nous, c'est certain que quand le comité de sélection se réunit pour analyser les projets, on a toujours une préoccupation comme de favoriser les regroupements. Donc, si à partir du moment où il y a une mise en commun, que ce soit un organisme qui va aller chercher justement des appuis des municipalités ou de d'autres organismes, bien, pour nous, ça démontre que les gens pensent collectif. Fait que on prône beaucoup ce type de projet-là. Ça peut être très vaste. Ça peut être le maintien de services de proximité dans des municipalités. Là, on sait qu'il y a plusieurs municipalités qui essaient de s'organiser pour conserver certains services. Donc, on pourrait être en appui de ce côté-là. On peut soutenir le volet culturel, entre autres la Corporation du Rif, là, qui avait un projet de rehausser au niveau technologique. Fait qu'on peut soutenir de ce type de projet-là. Je vous dirais que c'est très, très vaste. Là. On a soutenu dans le dernier appel de projet la communauté autochtone de Québec qui a mis en place une radio communautaire. Fait que, comme je vous dis, ça peut être très, très large là, comme soutien. C'est Mme Véronique Beaulieu, notre agente de développement culturel, qui s'occupe de soutenir justement les organismes là, s'ils ont des questions. C'est elle qui pilote là, l'appel de projet. Cette année, il y a 3 volets pour le FDT. Il y a justement le volet 1 pour soutenir les projets qui proviennent des municipalités locales puis des organismes que je vous ai cités tantôt. Il va y avoir 3 appels de projet. Il y en a un présentement qui est en cours. Donc, les gens sont invités à déposer des projets avant le 17 février 2020. S'il reste des sommes, après, il va y avoir un second appel de projet au 27 avril ou sinon, le dernier est prévu pour le 28 septembre. Justement, dans ce volet-là, le volet 1, là, justement, les projets qui sont présentés par les municipalités puis les organismes, on peut soutenir jusqu'à un montant maximal de 30 000 ou sinon 50 du coût total du projet. Donc, on a également un second volet, on appelle ça projets spéciaux. Ça, c'est des projets qui peuvent être déposés en continu. Donc là, on parle là, vraiment des projets majeurs pour le Témiscamingue. Ce qu'on pourrait soutenir, bien, ce qu'on a déjà soutenu, mettons, il y a un projet de résidence à Laval-Lachar-Anglier. Il y en a une aussi au niveau de Témiscamingue. Ça pourrait être un projet... mettons, j'essaie de voir, là, vraiment quelque chose d'envergure là, pour le milieu. Là. Si, mettons, il y avait un organisme qui décidait de devenir une coopérative qui déciderait de mettre en place venir offrir des services au niveau technologique, là, puis qui répondrait à des besoins, là, qu'on parle de cellulaire ou Internet, là, bien là, c'est des choses qu'on serait attentif, là, qu'on pourrait soutenir. Là. C'est vraiment des projets d'envergure. À ce moment-là, le soutien financier
C'est laissé à la discrétion de la MRC, parce que si on prend au niveau des résidences pour personnes âgées, on est allé jusqu'à 150 000 pour certains dossiers, là. Fait que c'est vraiment des projets majeurs. Puis, entre autres, ce qu'on a soutenu aussi au niveau des projets spéciaux, quand on pense à toute la démarche là, au niveau pour l'attractivité des nouvelles populations, bien, ça aussi, la MRC a soutenu là, via ce volet-là. La Galerie du Rift présente une toute nouvelle exposition du 24 janvier au 15 mars 2020. Elle met en vedette la Rouyn-Norandienne Véronique Doucet ainsi que la Pascale Bourguignon. Je vais débuter avec l'espace découverte. Dans le fond, c'est un espace qu'on laisse à disposition des artistes de la région pour présenter leur travail. On a Carmen Quentin, qui est quand même bien connue. C'est une artiste de Notre-Dame-du-Nord et elle travaille le verre, donc verre en fusion, vitrail. On en a installé aussi dans les vitrines du bistrot pour laisser passer la lumière, donc c'est super intéressant. De ce côté-ci, on a Véronique Doucet, qui est une artiste de Rouyn-Noranda. Elle a exposé ici en 2016 et son travail a énormément évolué depuis cette époque. Véronique travaille avec uniquement les déchets et ce qu'elle ramasse sur le bord de la route quand elle fait son jogging le matin. C'est-à-dire qu'elle part le matin, elle ramasse les déchets et on peut y voir aussi des animaux, donc des animaux qui ont été frappés par des voitures. C'est pour elle une façon de leur rendre hommage, si on veut. Donc, elle s'est associée avec un taxidermiste qui, lui, va empailler les animaux. Donc, les animaux font parfois partie là, de ses œuvres bidimensionnelles. Des fois, c'est des sculptures. Elle photographie les déchets qu'elle ramasse. Elle va faire imprimer ça sur un très grand papier qu'elle va venir coller sur une toile. Et elle va rajouter de la peinture un peu pour essayer de rendre beau quelque chose qui ne l'est pas du tout. Donc, vraiment, toute son exposition s'est faite à partir de déchets, de ce qu'elle a ramassé sur le bord du chemin. Donc, c'est très impressionnant de voir toutes ses aptitudes et les couleurs qui sont très vives aussi dans son exposition. Nous avons ensuite Pascale Bourguignon, qui est une artiste de la Montérégie, qui, elle aussi, parle un peu de notre rapport avec notre territoire, mais c'est plus au niveau aussi de on traite notre corps comme on traite le territoire. Elle est allée faire un voyage au Japon et elle a constaté qu'au Japon, tout était très organisé, tout était très aseptisé et elle fait le lien aussi avec le corps des femmes qu'on essaie un peu de contrôler. On a juste à penser, par exemple, aux geishas qui doivent avoir un certain style très, très rigide, les pieds placés de telle manière, le maquillage et tout. Donc, elle fait vraiment un lien entre ces deux. Ça s'appelle la convergence des contentions. Donc, c'est vraiment la contention du territoire et la contention du corps féminin. Donc, deux expositions très territoriales et qui se répondent aussi entre elles, très intéressantes et très différentes, mais qui parlent justement de notre rapport au territoire. Un groupe de motoneigistes venus de France a choisi le Témiscamingue comme destination pour un séjour en motoneige. Ils nous partagent leur expérience. Alors, l'objectif du séjour cette semaine, c'est la motoneige. La motoneige, pour moi, c'est un rêve d'enfant, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Et puis, cette année, on avait l'occasion de le faire, et bien on est venu. En Europe, on n'en fait pas. On n'en fait pas. On peut en faire dans les Alpes, dans des stations de ski, mais c'est hyper limité. On fait ça en groupe d'une vingtaine, sur les pistes de ski, et puis on rentre, et puis pendant 1 heure, c'est pas très intéressant. Surtout quand on a goûté à la motoneige au Québec, là, dans les sentiers, au milieu des bois, au milieu des champs et tout, c'est fantastique. On a commencé ce matin, on a les motoneiges depuis hier soir. Donc nous, on est parti pour toute la semaine. Donc on va rayonner, on va probablement aller jusqu'à Témiscamingue, on va aller vers Belle-Terre, on va descendre un peu en dessous de Ville-Marie, on va aller à la Bannique, on va faire plein de sites. Il y a de quoi faire, il y a des chemins, et puis on a un guide qui connaît mieux le pays que nous. Nous, on suit le guide. On dit le matin, on part à telle heure, on rentre le soir. Point. Voilà. Il y a les paysages à découvrir, il y a une autre manière de découvrir le Témiscamingue, il y a des chemins, on rencontre des gens, on a une vie aussi dans le village le soir, et c'est pour ça que c'est plaisant de faire autre chose que de la motoneige pour de la motoneige.
hein. C'est aussi de la découverte. En fait, on s'en remet complètement à la connaissance de Normand, qui connaît bien le pays, et on sait qu'avec lui, on va découvrir des belles choses. On les connaît peut-être un peu, mais on ne les connaît pas sous la neige comme ça. Alors, c'est bien compliqué, parce qu'il n'y en a pas dans le Témiscamingue, il faut aller dans l'Abitibi pour en louer. C'est ce qu'on a pratiqué, c'est ce qu'on a découvert. On est allé jusqu'à Val-d'Or pour trouver des motoneiges à louer. C'est le plus compliqué, ça. Il faut le prévoir à l'avance, l'anticiper pour arriver à trouver les motoneiges, les réserver et puis aller les chercher après. Il y a du business à faire dans le Témiscamingue, là. C'est sûr. Il y aurait une demande de motoneigistes, c'est sûr. Le 4 avril prochain aura lieu la mouture 2020 du spectacle Bénéfice pour soutenir le RIF dans sa mission de diffuseur culturel régional. Une occasion unique de découvrir les talents d'ici. Bien, premièrement, le RIF, c'est un organisme à but non lucratif on a des bailleurs de fonds, sauf que c'est pas assez pour soutenir toute la mission du RIF. Le RIF a des revenus considérables qui viennent du milieu et c'est extrêmement important et ça dénote aussi l'implication du milieu envers le RIF. Ça dénote que les gens sont là pour supporter l'infrastructure majeure culturelle au Témiscamingue. Donc, ce spectacle bénéfice-là permet de mettre les talents des gens d'ici sur scène, qui profitant des installations professionnelles et donne un spectacle super et tout en ramassant du financement pour nos activités. Cette année aussi, on a décidé, et dans les années à venir, on veut essayer d'amalgamer ou de mettre en valeur, parce que le RIF, ce n'est pas que le spectacle, c'est aussi les arts visuels. On est le seul centre d'exposition à 130 km, l'autre est à Rouen. Donc, les arts visuels, le cinéma, les arts de la scène. Donc, cette année, on a une nouveauté. Dans le fond, on va le soir du 4 avril, on va commencer à faire un tirage. Il va y avoir 500 billets en circulation de 10 œuvres d'artistes témiscabitibiens. Donc, des artistes qui nous ont donné des œuvres. On est vraiment privilégiés. Donc, il va y avoir 500 billets en circulation au coût de 20 $. À partir du 4 avril, le soir du spectacle, ils vont être exposés dans le foyer de la salle de spectacle. Et le tirage va avoir lieu lors du vernissage de la Biennale internationale d'art miniature le 5 juin prochain. Bien, en fait, c'est des activités qui sont concrètes auprès des jeunes, des cours. C'est vraiment un fil conducteur qu'on a depuis 2-3 ans et pour les prochaines années. Le jeune public est très important et les ateliers aussi au niveau des groupes communautaires qui viennent ici, on donne des ateliers. C'est aussi pour consolider les ressources au RIF. Comme je le disais tantôt, on est un OBNL, donc souvent des situations qui sont plus précaires. Puis je pense que le travail qu'on fait est extrêmement important pour le dynamisme puis la vitalité au Témiscamingue. Donc c'est vraiment pour ça qu'on produit des événements bénéfices. Un tout nouvel anneau de glace de 400 mètres vient de voir le jour à la Tulipe et Gaboury, un projet stimulant pour la municipalité et les 2 écoles situées sur son territoire. Bien, l'idée, c'est qu'on vient souvent, nous, on fait notre kilotro, notre enseignement, notre entraînement de cross-country, on fait ça ici. Puis, je suis assez maniaque du patin, fait que j'avais la patinoire, puis là, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête. Puis cette année, on a eu une offre de loisirs Abitibi-Témiscamingue avec des budgets pour des projets spéciaux. Fait qu'on a soumis le projet, qui était un anneau de glace dans le 400 mètres d'entraînement, puis on est accepté. Fait que là, à partir de là, on a trouvé les moyens d'essayer de faire ça. C'est sûr que on a eu notre réponse en décembre, c'est un peu compliqué parce que le temps de se préparer, là. Mais au-dessus, là, on est bien satisfait du résultat, là. C'est vraiment le fun de patiner sur un 400 mètres, là. On a patiné un petit peu, là, 3 semaines, mais là, il y a eu toutes les redoubles puis les tempêtes de neige, là, que là, il a fallu recommencer bien des étapes. Cette semaine, c'est la première semaine qu'on peut venir patiner là, toute la journée sans qu'on magane trop notre anneau. Bien, premièrement, il fallait déblayer, parce que là, il y avait pas mal de neige à Noël. Fait que là, on a déblayé. En fait, on a une grosse aide de la municipalité qui est venue aider. Après ça, on a trouvé quelqu'un qui était capable de l'entretenir avec un 4 roues, puis avec une pelle avant. Puis là, après ça, on a pris le camion-citerne de la municipalité pour faire un fond. Puis après ça, on s'est patenté une patente avec un 400 litres ou un 1000 litres, là, c'est une blanche, dans une boîte de pick-up, puis il arrose avec ça avec un tapis qui
qu'ils légalisent. C'était pas mal ces étapes. Écoute, c'était erreur, là, ça a marché. L'anneau, c'est pour tout le monde. On n'a pas encore fait d'ouverture officielle, c'est ce qu'on veut faire, là. Mais oui, ça va être ouvert à tout le monde, bien sûr. Je sais pas si tu le vois, là. Ils sont à l'école, ils sont en train de patiner, là. Ils ont du fun, là. Là, c'est ceux qui écoutent le prof parler, là. Mais tu les as vus aller tantôt, là. C'est sûr que ça peut pas être pas bénéfique de jouer dehors, là. L'hiver, c'est leur montrer ça, c'est leur montrer qu'on vit là, puis il faut l'apprivoiser. La fin de saison sera des plus enlevantes dans la GMHL, alors que les Pirates de Ville-Marie et les Titans de Témiscamingue se battent pour le premier rang de la Division Nord. Voici le résumé de leur plus récent affrontement qui avait lieu le 8 février dernier. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. L'aréna Frère Arthur Bergeron était remplie à pleine capacité le 8 février dernier, alors que les Pirates accueillaient les Titans de Témiscamingue dans un duel où le premier rang de la Division Nord était à l'enjeu. Un match pendant lequel les deux gardiens de but auront eu à se signaler à plus d'une occasion. C'est d'abord le gardien des Titans, Éloi Bouchard, qui va d'un bel arrêt de la jambière à 15 minutes 55 du premier engagement. Environ une minute plus tard, c'est au tour de Jean-Mathieu Ouellette de s'illustrer devant une échappée. Le défenseur des Pirates, Alex Montreuil, y va de tout un jeu défensif alors qu'il plonge pour couper une échappée des Titans. À 11 minutes, Ouellette se signale une fois de plus. À 7 minutes 59, belle occasion de marquer pour Maxime Potvin qui décampe à toute allure vers le filet adverse. De retour au jeu, Vincent Blanchette se fait menaçant à plusieurs reprises, dont une fois en infériorité numérique. Effectivement, comme Blanchette, on a été capable de le mettre sur le piqué. Là. Il a pratiqué, il pratique bien quand il vient. On l'essaie dans ces sauces-là aussi. Fait que, puis on sait que s'il y a la rondelle, il est tout semaine, il est dangereux pour en scorer une en piqué. Fait que, oui, c'était une bonne affaire pour nous autres. À 2 minutes 21, arrêt important de Ouellette. C'est toujours l'égalité 0-0 après une période. Le capitaine des Pirates, Cédric Terrien, effectue une solide mise en échec pour amorcer la deuxième. Puis à nouveau, toute une occasion pour Blanchette, alors que Ville-Marie évolue avec un homme en moins. Mais au moment où les Pirates se retrouvent de nouveau à 3 contre 5, les Titans en profitent pour s'inscrire au pointage. Peu de temps après, les Pirates frappent à la porte sur le lancer de Dave Lee Fortin. Les Pirates créent l'égalité en avantage numérique, alors que Peters alimente Rivet qui fait mouche. Caron obtient l'autre mention d'aide. Justin Rivet marque de nouveau avant la fin de la période. C'est 2-1 en faveur des Pirates après 2 périodes. À 17:53 de la troisième, les Titans créent l'égalité avant de voir Vincent Blanchette redonner les devants à Ville-Marie. À 16 minutes 18, Jean-Mathieu Ouellette sort le bâton au bon moment pour préserver l'avance des siens. Encore un arrêt in extremis pour Jean-Mathieu dans ce match. Toutefois, le gros trio de Témiscamingue n'avait pas dit son dernier mot et crie l'égalité sur un lancer fort précis de Zachary Maheu. C'est l'égalité 3-3 après les 60 minutes réglementaires. À 4 minutes 10 de la prolongation, Alex Peters a le but de la victoire au bout de la palette, mais ne parvient pas à marquer. C'est finalement le capitaine des Titans, Alex Provoros, qui donnera la victoire aux siens dans les instants qui suivent. Les deux équipes se retrouveront une dernière fois avant la fin de la saison. Cette fois-ci au domicile des Titans, le 14 février prochain. Ben écoute, je pense qu'on a fait un super bon travail collectivement, puis ça s'est fini en prolongation. Ça prend une équipe qui gagne puis une équipe qui perd, puis la POC a juste pas tourné pour nous autres à soir. Écoute, je peux pas rien dire contre nos joueurs. Je pense qu'ils ont bien performé pendant les 60 minutes, même en prolongation. Peters, il avait juste à la mettre dedans. Écoute, Bouchard a fait la job ce soir. Ouellette aussi, là, mais on a manqué d'opportunistes. Eux, ils l'ont eu. Quand ils ont eu leur chance, ils ont réussi à la mettre dedans. C'est quand même 57-39 des lancers pour nous autres. Fait que, moi, dans l'ensemble, le match, on l'a dominé. J'aurais pu avoir 1001 excuses. On a un virus, on a des blessés ou quoi que ce soit. Non, on n'a juste pas été chanceux ce soir. Je suis bien content de mes gars pareils. Là. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.